Quand on vous parle de marques, vous rêvez forcément, on se projette tous sur des marques de luxe, des marques parfois de voitures, bref, toutes ces marques qu'on a vues à la télé qui nous ont fait rêver petits. Mais il y a aussi des marques moins sexy et il faut les faire vivre malgré tout auprès de ses clients et c'est le cas de ta marque, de ta boîte aussi, parce que tu es la directrice générale déléguée de cette entreprise familiale qui est MP Hygiène. Exactement. Ravi de t'avoir avec nous, Laure. Je te propose juste de lancer ce jingle de l'annonceur. Feuille Blanche présente l'annonceur. Laure Miribel, donc merci d'être avec nous. Merci à toi. Tu as repris cette entreprise familiale qu'avait lancé ton père, je crois. Avant, tu étais dans un fonds d'investissement à Londres, si je me trompe pas. Pour lancer l'annonceur, je t'ai demandé de me retrouver, puisqu'on en a tous une pub un peu doudou, celle qui nous revient, qui a marqué notre enfance, et tu as choisi celle-ci. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Je peux la repasser en boucle, mais on sait pas toujours pourquoi une pub nous a marqué. Mais quand tu la re-regardes, pourquoi tu penses qu'elle a eu un effet sur toi? Parce qu'elle a eu un effet sur beaucoup de gens, celle-là, en plus. Je pense qu'elle a un côté assez attendrissant. Enfin, c'est un enfant pris la main dans le sac. Avec un peu de mauvaise foi. Exactement. Il y a la touche d'humour. Et puis, c'est vrai que du coup, la quote, elle a été beaucoup reprise. Je pense qu'elle continue d'être reprise, alors que je suis même pas sûre que le produit existe encore. Ouais, et puis que les gens l'aient vu. Ouais, c'est certainement, à mon avis, il y a plein de gens qui n'ont pas la ref. Mais donc, tu penses qu'il y a ce truc, peut-être, je fais peut-être des parallèles qui sont pas les bons, mais t'es entrepreneur, il y a quand même cette idée toujours d'aller plus loin, de cranter des choses et de pousser le bouchon, en fait, sans qu'il pète. De toute façon, quand on entreprend, en étant fondateur ou non, il y a toujours l'idée un peu de prendre des risques, d'aller plus loin, d'être disruptif. Donc peut-être, je sais pas, j'avais pas fait le lien à ce point, mais possiblement. J'essaye. On va se concentrer sur la vie de la marque et on va faire un arrêt sur image tout de suite. Arrêt sur image. Un arrêt sur image sur la vie de la boîte, ce qui fait la marque aujourd'hui. Et je l'ai dit, une marque pas sexy, l'hygiène, je veux bien que tu nous partages les quelques produits que vous développez. Et en fait, on va bien voir comment il y a une manière aussi de raconter une histoire et malgré tout des problématiques à aller cranter, creuser, craquer. C'est vrai que quand on parle produit chez MP, on est vraiment sur des produits de commodité. Moi, j'ai grandi, on me disait ton papa, il fait du papier toilette. Et à l'époque, j'avais pas honte, mais c'était un peu gênant. Mais ça t'énervait. Ah, ça m'agaçait fortement. Et aujourd'hui, je suis quand même... lui fait quelque chose. Non, mais il y en a, j'avais envie de leur dire, tu t'en sers bien tous les jours avec une tournure un peu plus, on va dire un peu plus, moins séduisante dans l'approche aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va dire que je suis assez fière d'avoir une industrie qui fabrique des produits comme ça, des produits de commodité, des produits du quotidien qui sont essentiels. Les produits d'hygiène ont un peu redoré leur blason avec la Covid, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un lieu public où on va où il n'y a pas des sanitaires. Et si dans un sanitaire, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de papier, ça crée des frustrations. Oui, je pense que, d'ailleurs, si je peux me permettre, le Covid, c'est le premier truc qu'on achetait avec les pâtes. Le papier toilette, notamment. Ah, mais clairement, les gens ont peur. Alors qu'ils n'allaient pas plus aux toilettes en ayant le Covid. Et c'était peut-être les mêmes qui disaient ton père, il fait du papier toilette. Exactement, voilà. Et vous êtes contents. Exactement. Alors nous, on ne faisait pas des produits grand public, mais en tout cas, on s'adresse à toutes les entreprises, on s'adresse aux écoles, aux lycées, aux établissements de santé, etc. Et pour eux, c'est essentiel que les sanitaires accèdent à des produits d'hygiène, que les gens puissent se laver les mains, que les gens puissent aller au sanitaire confortablement. Donc aujourd'hui, c'est un produit pas sexy. Il faut un petit peu le sexifier de temps en temps. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la marque. T'as 2-3 exemples comme ça, vous avez dit, là,
on change un peu les codes, on bouscule. Alors, je ne sais pas si on change les codes, mais dans notre prisme d'industriel, on pensait souvent caractéristiques techniques, comment répondre, par exemple, sur un essuie-main, une serviette, à une absorption, à une résistance. Et au-delà de l'absorption, de la résistance, il y a un aspect sensoriel à l'hygiène qui est hyper important. C'est-à-dire que les gens... Tu vas l'avoir en main. Exactement, ils veulent que le papier soit doux, ils veulent que le savon sente bon, ils veulent que la mousse soit hydratante, soit onctueuse. En fait, on projette pas tous les sens en fait qui vont venir. Exactement. En fait, aujourd'hui, si tu as un savon pour les mains qui sent pas bon ou qui t'irrite les mains, ou même juste un standard, mais il y en a un qui a un petit truc en plus, une mousse onctueuse, une odeur qui n'est pas l'odeur standard de tous les savons. Nous, on a retravaillé un peu nos parfums, on a retravaillé sur nos essuie-mains la douceur. La douceur, elle est clé, et j'ai échangé il y a pas longtemps avec une directrice d'hôpital qui me disait, dans les hôpitaux, il y a 70% de femmes, et pour elle, l'aspect sensoriel est hyper important. Ouais, pour les hommes aussi, mais peut-être moins. Je pense que peut-être qui se posent pas la question de le parfum il sent bon, etc. Alors certainement ils se posent la question, mais moins que les femmes. Ok, ça doit avoir un côté très féminin. T'as peut-être un yin fort, mais c'est une qualité. Mais oui, non, l'aspect sensoriel, même sur un produit d'hygiène professionnelle, peut être assez stratégique. On est, tu le disais, sur des publics et pas le grand public, mais c'est le public final. C'est quoi la stratégie de la marque pour en fait toucher à tous les niveaux? Parce que si à la fin la femme justement dans l'hôpital dit à l'infirmière mais c'est incroyable, ou c'est agréable, ou ça remonte, puis à un moment on se dit en fait chez MP Hygiène, c'est peut-être avec eux qu'on va bosser sur d'autres sujets, on va tester d'autres produits, d'autres gammes. Donc voilà, sur tous ces sujets, c'est quoi votre strat? Alors, on va dire que la strat, elle est pas encore ultra mature, entre guillemets, puisque nous, on était experts des marques de distributeurs. Et là, lancer une marque, c'est un gros changement. L'idée, c'est de communiquer un maximum avec une approche pluricanale et d'avoir une com aussi un petit peu disruptive et très pédagogique. C'est-à-dire expliquer aux gens que le produit qu'ils consomment, il est local, il est fabriqué en France, dans une entreprise du territoire en Ardèche, qui plus est par une entreprise qui est indépendante. Entre guillemets, même l'appellation de la marque est assez atypique. Donc on a envie que les gens soient curieux et se disent ok, ça veut dire quoi, c'est quoi et quelle est l'histoire derrière. Et après je pense que s'ils s'intéressent un petit peu, on peut les emporter. Une question que je me pose quand tu fais de la marque distributeur, donc tu produis pour d'autres, au moment où tu lances ta marque, est-ce que ça fait des frictions avec les... Clairement. Ouais. Clairement, parce qu'en fait quand on a créé la marque, on s'est dit par exemple ces marques ingrédients, ces technologies, elles seront une exclusivité de la marque Rénovellar. Et nos clients qui ont été habitués à toujours avoir de la MDD, ils nous ont dit non, nous on veut ça, mais à notre nom. Et on leur a dit non. Pour certains, on leur a proposé des co-branding, mais en tout cas, il est hors de question que notre sur toute marque l'R&D, n'apparaisse pas. L'innovation. Exactement. Ouais. C'est en fait entre guillemets, on y passe des heures et on est toujours dans l'ombre. Et aujourd'hui, pour un enjeu de notoriété, quand l'entreprise grandit, quand pendant des années, et moi mon père il l'a fait, il a beaucoup investi. C'est important aussi que notre marque soit reconnue et qu'on se différencie un peu des autres et que les gens s'identifient à un produit et aussi à une histoire. Quand on est sur un choix comme ça. Là, on parle de marque, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux entrepreneurs. C'est pas non plus qui tout doux, mais quand même sur la durée, ça peut faire des bascules complètes de business. Avec à un moment, si ta R&D à la pointe de l'innovation, c'est uniquement pour ta marque. À la fin, ils iront peut-être chercher ailleurs. Techniquement, ça pourrait arriver. Après, on n'a pas abandonné nos gammes de produits qui sont nos gammes MDD. Ouais. Juste, l'idée, c'est aussi d'accompagner les clients vers des produits qui ont plus de valeur ajoutée et qui apportent des vraies solutions aux clients. Et dans ces cas-là, ils ont deux options. Ils peuvent continuer leur MDD et référencer en parallèle la marque, et ou alors passer en co-branding ou abandonner leur MDD et passer directement sur de la marque. Donc techniquement, il leur reste le choix. Ouais. L'idée, c'est quand même de pérenniser le portefeuille de clients et de trouver une solution qui est viable pour eux comme pour nous. Tu disais là, on va vraiment axer le déploiement de cette marque. C'est quoi, je sais pas si vous avez déjà commencé des coms, etc. Est-ce qu'il y a une com dont tu es un peu fier, je sais pas, une punchline, un visuel? Il y a une com dont je suis assez fière. En fait, on est Origine France Garantie et Origine France Garantie a lancé une communication dans le métro
Oui. donc sur les quais, dans les panneaux dans le métro. Et on l'a fait en 2 phases. Donc, entre guillemets, Origine France Garantie a proposé à plein de boîtes Origine France Garantie, donc constructeurs de voitures, des constructeurs de verres pour les lunettes. D'avoir Et nous, cet on affichage dans le métro. Exactement. Et j'en déduis que vous en faisiez partie. Exactement, on en a fait une. Et je crois que la côte, c'est... en France, on parle beaucoup, c'est vrai, mais quand il est question d'hygiène, on fait pas qu'en parler. Et en dessous, il y avait marqué Rénover l'art, des produits fabriqués en Ardèche, Origine France Garantie. Et donc, il y a eu cette com. Et derrière, moi, je suis allée prendre des photos dans le métro et j'ai fait en fait, c'était un énorme distributeur de papier. Et j'ai fait pas un montage, mais je me suis amusée à me mettre sur la pointe des pieds comme si je tirais dessus. Et je l'ai mis sur LinkedIn, et les gens, ils ont trouvé ça génial parce que c'était drôle, parce qu'en fait, c'était un peu détourné, c'était dans le métro, c'était une personne, une des dirigeantes de la boîte qui arrive et qui détourne le truc, et ça change en fait. On fait pas qu'une photo d'une personne dans un établissement de santé qui tire sur le papier comme tous les jours. Là, on est venu avec un petit côté disruptif, on fait du B2B2B, on est dans le métro. Une campagne comme ça t'amène quand même quelque chose sur le site ou des clients qui t'en parlent. Les clients, ils en parlent. En fait, les clients, il y en a qui ont vraiment adoré. Ça touche pas tout le monde, mais il y en a, ils ont trouvé ça génial. Et j'étais chez un client VP6 il y a pas longtemps. Et le premier truc qu'elle m'a dit en rendez-vous, et elle l'a dit à la nouvelle acheteuse, ah non, mais la com, elle était géniale. Nous, on a dit, ah là là, mais les produits qu'on vend sur nos plateformes, on les a dans le métro. Ouais, mais ça, il y a un côté, c'est comme vu à la télé. Ah, mais clairement. Vous étiez dans le métro. Et on avait fait une campagne à la télé pendant le Covid sur notre marque de gel hydroalcoolique. Ok. Et moi, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages sur Facebook en me disant « Waouh, trop bien votre pub, etc. » C'est quoi les dessous d'une campagne comme ça? En fait, c'est particulier parce que il faut travailler avec une agence qui capte l'ADN, surtout quand on est nous, on était encore PME à ce moment-là, maintenant on est ETI, mais qui capte l'ADN de la famille. J'ai eu entreprise de taille intermédiaire pour les... Et les boîtes familiales, elles ont un ADN fort. Il faut les PDG fondateurs sont souvent voilà, ils ont des idées bien arrêtées, etc. Et la famille en général est un peu comme ça. Donc, il faut trouver l'agence qui arrive à mêler, entre guillemets, l'idée du PDG et ce qui va fonctionner. Et c'était amusant parce que on s'est fait accompagner par une agence parisienne. Nous, on est tous dans le style parisien. On n'avait jamais fait de la com. Donc, ça a vraiment ouvert nos chakras et c'était amusant. Tout le monde projette pas combien coûte une pub télé. Alors après, c'est un nombre de diff, etc. Mais un budget comme ça pour une boîte comme vous, ça, je sais pas si tu peux le partager. Alors, je t'avoue, j'ai même plus exactement le budget en tête parce qu'on avait fait un site internet, etc. Ouais, donc c'est... mais par exemple, dans le métro, c'est un budget pour l'impression et... Vous n'avez pas payé la diff? C'est pas Origine France Garantie? Si, on a payé quand même, même s'ils ont négocié, il y a des choses qu'on a payées. C'était une présence sur une semaine sur la station Opéra. Je crois qu'on était à peu près à 8000. Après, ils ont plusieurs packs. Oui, j'imagine. Mais moi, j'ai trouvé que pour le métro, c'était une bonne affaire, entre guillemets, parce qu'ils ont négocié avec OFG, etc. Et puis en plus, l'agence a créé le visuel. C'était vraiment génial. Mais sur la pub télé, c'est des très, très gros montants et c'est impossible de vraiment mesurer le retour sur investissement. Oui, c'est pas comme si c'était sur un sujet très grand public où tu sais que les gens vont se ruer sur le site pour acheter ou en tout cas pour regarder. Exactement. Mais ça a apporté de la notoriété. Les clients aussi ont dit « Ah waouh, on vous voit dans le métro » et ils ont dit « Ah, il y a ces produits-là qu'on vend dans le métro ou à la télé. » Donc, je pose une question piège, c'est une manière de ré-up les prix avec les clients. J'aimerais bien, mais non. Malheureusement, non. Parce que dans ces cas-là, ils pensent que quand on fait de la com, on est aussi blindé, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce que le budget est alloué d'une manière ou d'une autre. Et du coup, non. Non. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même un des fils que vous tirez, c'est la notion de clean et de clean pour la planète aussi. L'idée, c'est que clean, mais vous avez bien tiré le fil, voilà, pour l'environnement, etc. Et pour la planète. C'est hyper important parce qu'on fait des produits qui sont à usage unique. Quand on se sèche les mains ou quand on utilise un papier d'essuyage, après il est jeté et sa fin de vie, elle a un effet sur l'environnement. Qui plus est, on est énergo-intensif, on utilise de l'énergie pour fabriquer nos produits, bien sûr. Donc ils sont essentiels. Aujourd'hui, tu peux difficilement remplacer un essuie-main en termes d'hygiène. Il y a rien qui est de la qualité d'un essuie-main.
mais on peut agir pour réduire son impact sur l'environnement. Et nous, on agit sur tous les leviers du cycle de vie du produit, que ce soit le sourcing des matières premières, la manière de fabriquer, la conception, et puis après les moyens de distribution, etc., les distributeurs, la consommation, etc. Et on mesure l'impact carbone à l'utilisation sur l'ensemble de cette gamme, ce qui est très disruptif aujourd'hui sur le marché. Donc ça veut dire, ouais, complet. Mais ça veut dire que tu me montres un essuie-main, tu me dis, dans le marché, ça pèse tant en carbone, et vous, c'est combien de fois moins? Eh bien, en fait, c'est parfaitement ça. Je vais chez un client final, je leur dis aujourd'hui, vous avez tel produit avec tel distributeur et vous consommez tant de rouleaux, tant de métrage, etc. Et ce produit, il fait tant de grammage, donc du coup, à la fin, c'est tant de kilos de déchets par an. Et je vais expliquer au client, moi, je vous propose d'optimiser vos achats avec tel produit qui vont vous permettre de consommer X pourcentage en moins, qui vont vous permettre de diminuer vos déchets de temps et à la fin, de diminuer leurs coûts globaux, mais également de diminuer leur impact carbone. Ouais. Et un vrai sujet, même pour leurs investisseurs, pour leurs clients, bref. Exactement. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus soumises à un bilan carbone obligatoire, à une approche CSRD, et nous, on apporte la data chiffrée sur ces produits-là pour remplir leur bilan carbone et leurs approches CSRD. CSRD pour les novices. Mais moi, je sais pas faire l'acronyme. Alors, et, mais même et le dire 3 fois de suite, c'est impossible. CSRD. Pas mal. Bon, on voit que t'es dedans. Non, alors pour le coup, CSRD, l'acronyme, je saurais même pas te le dire, mais c'est tout ce qui touche. C'est tout ce qui touche en fait l'analyse de l'impact carbone de la société. Je vais regarder exactement, tiens, CSRD, oui, parce définition. Que quand on ne sait pas un mot, c'est ce qu'on explique à nos enfants, il faut chercher dans le dictionnaire. À part que maintenant, on n'a plus de dictionnaire, mais on a Google. Voilà. Et après, il faut choisir les bonnes sources, mais généralement, c'est les bonnes. En fait, ils disent la CSRD, c'est la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Ouais, ça aussi, c'est pas sexy. Hein. Oui, mais en fait, entre guillemets, aujourd'hui, c'est n'importe quelle entreprise, si elle a une approche CSRD, elle va permettre aussi de montrer aux banques, aux partenaires financiers qu'elle est viable, qu'elle est pérenne. Et donc, du coup, elle va pouvoir négocier des meilleures conditions. Les banques auront plus confiance en cette entreprise. En tout cas, aujourd'hui, être respectueux de l'environnement, c'est clé pour pérenniser un business. C'est le sens quand même de l'avenir. Clairement. Et il faut être transparent et tangible parce que tout le monde fait du greenwashing. Et mais tu le dis très bien. C'est-à-dire quand tu communiques, tu dis bien sûr, c'est des produits à usage unique. T'es pas en train de dire on fait que du clean c'est la nuance. On sera jamais neutre en carbone. Par contre, on peut réduire drastiquement notre impact carbone. Toute personne qui vit, qui expire, qui marche, qui fait des choses dans sa vie n'est pas neutre en carbone. Donc après, c'est comment on fait. Ça n'existe pas la neutralité carbone. On n'a pas le droit de le dire, de reste. Ouais, écoute, ce qu'on va dire, si tu le veux bien, c'est en tout cas partager un flop, parce qu'on en a tous. Yes. Et en l'occurrence, si possible, un flop comme. C'est le moment du flop. Alors, notre flop assez récent, c'est qu'on est aussi, on se positionne sur les gants à usage unique, qui sont un petit peu un sujet pour les professionnels, notamment de santé, qui ont des problèmes parfois de dermatite, d'irritation des mains, de sensibilité au latex, etc. Et on a lancé un gant où on avait l'exclusivité sur le marché français qui permet de réhydrater la main et de traiter l'eczéma, etc. Et je pense qu'on est allé un petit peu bien en tête le proposer aux clients sans travailler en amont la com, la pédagogie, l'accompagnement. Et en fait, les clients, ils n'ont pas accepté de payer le premium sur ce gant alors qu'il y avait une vraie promesse et une vraie solution. Et pour leurs problèmes. Exactement. Ouais. Et on aurait dû, pour le coup, attaquer par l'utilisateur final, leur faire tester le produit, avoir plutôt que communiquer sur des sujets très techniques. Exactement, plutôt que de faire des jolis PLV, des jolis flyers, des jolies signatures, en tout cas des jolis visuels avec des bullet points, etc. Des tout ça, c'était vrai, au basique. Mais il fallait du réel. Il fallait du témoignage client. Sans-le. Exactement. Ouais. Et surtout quand tu fais du B2B2B, le proposer à tes distributeurs alors qu'en fait, potentiellement, il faut que l'utilisateur final soit convaincu. C'est pas la bonne approche. Il faut aller en bas, comme je disais, marketing de la tenaille. Je te propose, parce que on arrive déjà à la fin. Je vous demande de vous arrêter. C'est pas moi qui le demande.
2-3 questions quick. Vous voyez sur tous vos sujets que vous pouvez avoir de transformation, mais même de R&D, de com. Vous devez voir plein de prestats avec plein d'innovations, etc. Comme on est au Big Boss et qu'il y a plein de rendez-vous qui se font toute la journée, je te demanderai pas sur tes rendez-vous du jour, mais un rendez-vous improbable ou cata que tu as peut-être pu vivre dans ta vie, dans ta carrière. Je sais pas. Mais j'ai presque envie de fermer les yeux et d'être et d'y être. J'en ai eu des catas, moi, avec des clients, mais pas avec des prestataires. Ça marche dans les deux sens, tu peux partager. Oh, j'ai eu des rendez-vous où je me suis dit qu'en fait, je préférerais pas prendre le business plutôt que de prendre le business avec des gens qui manquent autant de déontologie et de respect. Donc non, je pense que ça nous est arrivé. Je suis pas très fan de cette idée parce que je pars du principe qu'on est là pour faire du commerce. Ouais. Faut savoir dire non aussi. Faut savoir dire non. Faut travailler avec des gens qui ont une approche du respect et de la déontologie et faire du business pour faire du business avec des gens qui sont pas respectueux. Généralement, ça dure pas de toute manière. Exactement. Mais de toute façon, cette personne, elle a pas duré. Donc ça nous a permis de faire du business. Mais non, mais c'est vrai quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être tolérant, être dans la diversité, le respect, etc. Moi, mon papa, il faisait du papier toilette, mais toi, t'as pas duré. Voilà. Et bim. Allez, on clôture là-dessus. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, de partager un petit bout. On aurait pu rester des heures pour parler quand même de vos différents sujets. Parce qu'il y a des sujets comme, mais derrière, il y a des sujets industriels assez énormes aussi. Donc, merci pour le partage. Et merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager et n'oubliez pas de vous essuyer les mains. Voilà. Parfait. Feuille Blanche présente l'annonceur.